Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de livres qui, comment dire, est assez conséquente. Mais bon, c'est parti quand même, hein. On commence par faire suite en quelque sorte au dédicto consacré à la Société du spectacle de Guy Debord. Dans une collection dédiée à la publication des archives de l'auteur vient de paraître les fiches consacrées à ses lectures de Marx et de Hegel. L'ouvrage constitue en quelque sorte les coulisses du livre La Société du spectacle. On voit comment Debord a travaillé ses détournements, comment il a pensé à intégrer dans tel ou tel passage des extraits célèbres des ouvrages de Marx ou d'autres auteurs marxiens ou hegeliens. Deux préfaces consacrées tour à tour aux fiches de lecture concernant Marx et Hegel permettent de remettre en perspective le travail et le parcours intellectuel de Debord par rapport à ses auteurs. L'ouvrage vaut le coup pour qui aime aller voir comment se construisent les pensées et les textes qui les portent. Dans une perspective insurrectionnaliste et opposée au courant individualiste, les anarchistes du collectif Mur par Mur invitent à repenser un anarchisme révolutionnaire. Le livre paru aux éditions de l'Échappée souhaite rappeler la nécessité primordiale de la destruction de l'État et du capital en adaptant les thèses de l'anarchisme classique à notre époque. Cela implique de rejeter le courant du post-anarchisme pensé comme un nouvel ersatz de l'anarchisme individualiste qui se réfugie loin de potentialités révolutionnaires. La critique du post-anarchisme se double d'une critique de la nébuleuse post-moderne, selon laquelle tout ne serait que micro-pouvoir et revendications identitaires. Ces conceptions interdiraient toute tentative de lutte et opèrent ce que le collectif appelle une fragmentation identitaire du prolétariat. Cette critique laisse toutefois l'impression d'un rejet presque sans concession des luttes féministes et antiracistes. On peut s'étonner par ailleurs que, semble-t-il, les luttes contre les dominations et les oppressions soient ici réduites à une référence au postmodernisme et au micro-pouvoir. Le sexisme et l'antiracisme peuvent en effet ne pas être nécessairement pensés sur un mode identitaire et être considérés comme des systèmes avec leur logique propre, intriqués de manière particulière et historiquement déterminée avec le capitalisme. Le collectif ne s'étend pas sur la question, sauf pour noter, dans une perspective économique de division, et dans quelques lignes, que l'État produit toujours une figure de l'autre que l'on peut exploiter davantage et utiliser pour diviser le prolétariat. Outre cet aspect, assez récurrent dans tout un pan de la gauche radicale, le livre comporte de nombreuses pages consacrées au langage comme constitutif de notre représentation du monde et qui témoignent en même temps d'un manque dans l'être, ainsi que d'un ratage discursif du discours perpétuel pour le combler. La visée de la révolution sociale est possible alors à travers la notion psychanalytique de symptôme comme reflet de quelque chose qui résiste en nous. Ce symptôme et le ratage peuvent dès lors être orientés vers un potentiel révolutionnaire. La stratégie se fonde alors sur une perspective spontanéiste, pour viser la mise en place d'un communisme libertaire, organisé en fédération de communes, qui serait alors débarrassée de l'économie, du travail et de l'industrialisme. Une société anarchiste doit dès lors se fonder sur la création continue de signification sans autorité centralisée. C'est l'idée d'une politique de ratage comme stratégie et comme visée qui fait que les façons de vivre et de faire, ainsi que leur signification, peuvent prendre des formes différentes selon les désirs collectifs. La dernière partie du livre, en rejetant l'industrie et la technologie qui la sous-tend, questionne entre autres la manière de produire les biens dans les communes. Comment en effet considérer la libre activité des personnes qui vivent dans des lieux où se trouvent les matières premières ? Devront-elles se résoudre à vivre dans un cadre industriel pour assurer les besoins d'autres territoires, et ce, sans égard à leurs propres désirs ? Ces questions pertinentes et nécessaires amènent des réponses assez radicales sur le rôle de l'industrie et de la technologie qui pourront grandement faire débat. Et si on ajoute le rejet a priori des luttes qui ne sont pas d'emblée contre l'État et le capitalisme, et un argumentaire lacanien sur le langage aux présupposés, qui peuvent sonner d'ailleurs curieusement comme post-modernes, le livre n'offrira sans doute pas consensus, et ce n'est de toute façon certainement pas son but.
Ce que vaut une vie, sous-titré Théorie de la violence libérale de Mathias Delory, est un livre fort et tragiquement passionnant. Il a pour visée de comprendre les rouages de la justification de la violence des démocraties et des individus qui se revendiquent comme libéraux. Le livre s'articule autour de 5 chapitres bien menés qui interrogent plusieurs facteurs permettant de considérer certaines vies comme moins dignes que les autres. C'est le contexte militaire de ce qu'on appelle le contre-terrorisme qui est particulièrement étudié ici, à travers notamment des entretiens menés avec des pilotes de chasse français. Les sociétés et institutions libérales produisent ainsi des justifications et des discours pour rendre à la fois légal et légitime le fait de tuer ou de torturer. Dans une voie tracée notamment par Judith Butler, Mathias Delory parle de cadres de guerre, de cadres de discours qui fondent ce que Foucault appelait une biopolitique et qui donnent un sens à la violence infligée et qui normalisent notamment la mise à mort. Le libéralisme repose ainsi sur un faire vivre et un laisser mourir. Il y a donc des vies qui comptent plus que d'autres, des vies qui, comme le dit Butler, sont dignes de chagrin. Comment alors produire des vies qui valent moins, qui ne méritent pas d'être pleurées? 3 principes sont ainsi au cœur de la violence libérale pour Delory. On peut considérer qu'une mort est légitime si on a respecté des normes fondées d'abord sur un principe de moindre intentionnalité, on n'a pas voulu donner la mort ou c'était inévitable. Ensuite, sur un principe de maîtrise de la force et enfin, sur un principe de légalité. Delory met ainsi en avant les contorsions juridiques mises en place pour pouvoir torturer sans être inquiété par les règles de droit en vigueur. Dans cette perspective, c'est l'idée de mesure qui revient en force. Mesurer la violence infligée suffirait alors à la caractériser comme maîtrisée et donc comme licite. Le fait de poser une norme qui régule une intensité de souffrance autorisée suffit à rendre légitime ou non l'usage de la violence. Dans le cadre des traitements infligés à Guantanamo, on a par exemple considéré que la torture était avérée seulement qu'on en arrivait à une blessure grave accompagnant une défaillance d'organes ou une altération des fonctions corporelles, ou alors la mort. On voit en quoi la qualification de torture est donc extrêmement étroite. Comment donc une idéologie qui revendique de manière abstraite l'égale considération de toutes les vies peut ainsi dans les faits se rendre incohérente? Pour Delory, il faut préciser comment les cadres de guerre se sont ainsi construits. Il faut remonter aux colonisations et aux imaginaires racistes et orientalistes qui structurent encore les manières de considérer certaines populations. À cela, il faut ajouter la réification des pratiques bureaucratiques qui passent par un langage euphémisé ou technique à l'extrême, ainsi que l'obéissance coopérative qui fait que l'on est bien plus enclin à obéir à une autorité jugée comme légitime si elle est porteuse d'une valeur positive, comme la démocratie ou la science. On retrouve cette obéissance dans les célèbres expériences de Milgram. Ces processus permettent de comprendre la déshumanisation de l'autre et son objectivisation. Pourtant, il reste un imaginaire libéral qui justifie la violence et la mort même quand l'autre est humanisé. On arrive alors à la construction idéologique d'un mythe utilitariste du moindre mal. Le récit de la bombe à retardement est paradigmatique. L'idée qu'un acte de violence et de torture permettrait d'empêcher la mort de plusieurs autres personnes innocentes à cause d'une bombe a largement été thématisée dans la littérature évoquant la guerre ou dans des séries comme 24 heures chrono. Or, ce récit est largement contredit par les faits en général, et notamment à cause de l'inefficacité connue de la torture comme source efficace pour obtenir des informations. À cela s'ajoute, comme on l'a dit, le fait de calculer ou de mesurer qui permet de justifier, de rendre moralement légitime une action qui produit de la souffrance et la mort. Par exemple, celle des victimes dites collatérales ou victimes non combattantes, dont on calcule une valeur seuil quantitative à partir de laquelle leur mort est permise. La théorie de la violence libérale repose dès lors sur des déshumanisations partielles, contextuelles et sélectives qui peuvent autant jouer sur un argumentaire nationaliste que cosmopolitique.
Objet récurrent des débats passionnés dans le monde académique et de panique identitaire dans le monde médiatique, penchant, on va dire, plutôt à droite, le concept d'intersectionnalité fait l'objet d'un petit ouvrage d'Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz. Le livre intitulé « Pour l'intersectionnalité » vise à démonter les contresens courants qui sont faits envers la notion. Rappelons à toute fin utile, de guerre lasse presque, quelques grandes lignes. L'intersectionnalité n'essentialise pas les identités, elle ne les fait pas se cumuler ou s'additionner, elle ne privilégie pas, par défaut, l'analyse en termes de race et de sexe au détriment de la classe. L'intersectionnalité ne privilégie en réalité aucun rapport de pouvoir. Elle se fonde toujours sur l'articulation dynamique et processuelle entre ces rapports, selon des contextes sociaux, historiques et géographiques particuliers. L'intersectionnalité ne vise donc pas à produire des analyses toutes faites que l'on pourrait plaquer sur la diversité de la réalité sociale. Elle permet de rendre compte des points aveugles et de montrer comment les rapports sociaux et les hiérarchies se constituent et s'alimentent entre elles. Alors le livre est court, mais il permet de traiter plusieurs aspects des débats plus ou moins légitimes autour du concept. Aspects autant épistémologiques que liés à la situation universitaire et aux volontés de censure académique à longueur de tribune ou d'essais caricaturaux. D'un point de vue normatif, et du point de vue de l'émancipation, l'analyse intersectionnelle permet alors de penser des alliances dans les luttes contre les oppressions qui se renforcent entre elles. Toujours, chacune des luttes ne doit pas oublier les autres enjeux, qu'ils soient économiques, antiracistes, antisexistes, etc. C'est dans cette perspective que l'on peut penser à un universalisme concret, à un universalisme véritable, qui ouvre la voie à une égalité elle-même concrète. Loin donc des promesses irréalisées de ceux et celles qui pensent qu'il suffit de proclamer l'universalisme républicain pour qu'il se réalise. L'éducation aux médias et à l'information est un dispositif institutionnel récent qui vise à apporter un recul critique par rapport aux médias dans le cadre de l'enseignement en France. Alors si l'ambition est louable, elle est souvent réduite, depuis notamment les attentats de 2015, à un outil autour de la liberté d'expression et de la déradicalisation. L'éducation aux médias et à l'information, EMI, fait ainsi l'objet dans ce cadre d'enjeux politiques et économiques assez importants. La question est ainsi posée par les auteurs et autrices des collectifs La Friche et Idumédia, qui ont donc écrit ce petit manuel critique d'éducation aux médias. La question à propos de l'EMI est donc la suivante. Cherche-t-on à en faire une pratique émancipatrice, ou vise-t-on à raccrocher les citoyens et citoyennes à une lecture dite républicaine des médias traditionnels ? Ce petit manuel invite donc à découvrir la diversité des pratiques dans la visée d'une éducation populaire, et qui ne se réduisent pas à ramener les jeunes à simplement lutter contre les fake news de manière automatique. Il s'agit alors plutôt de comprendre les mécanismes économiques, mais aussi idéologiques et culturels, à l'œuvre dans la production de l'information. Il s'agit de penser et de montrer avoir une éducation critique, politique et émancipatrice aux médias et à l'information. De l'autre côté de la barrière, en quelque sorte, le journaliste Olivier Villepreux s'interroge dans un petit livre de la belle collection Le mot est faible, chez Anamosa, sur sa profession. Le texte se fait parfois nostalgique, dans un monde où l'identité et la dignité de la profession de journaliste est loin d'être uniforme, et où Pascal Praud et Fabrice Arfi ont en commun d'avoir une carte de presse. Villepreux plaide alors pour un journalisme rigoureux, engagé, exigeant, qui prend le temps et qui sait poser les bonnes questions de manière indépendante. En quelque sorte, ce que Villepreux propose, c'est un journalisme miroir de l'éducation critique aux médias. Un journalisme qui fabrique de l'information qui interroge, et de l'information qui pousse à la réflexion, et qui refuse par conséquent d'être, à l'inverse de la tendance actuelle, le simple relais satisfait des communicants politiques. Dans la même collection, Cécile Canu propose d'émanciper la langue de son ordre, de la faire sortir d'une prétendue naturalité. Comme l'autrice le rappelle, la langue est ainsi éminemment sociale, plastique, évolutive, à chaque instant, à chaque nouvelle profération d'énoncé. Et pourtant, elle permet une hiérarchie sociale des locuteurs, une hiérarchie de classe entre ceux et celles qui parlent bien et les autres qui font des fautes de langue qui sont comme des fautes de goût.
Cette norme de la langue, c'est ce que Camus appelle l'ordre de la langue, qui prescrit ce qu'il faut dire et interdit ce qu'il ne faut pas dire. Cet ordre de la langue la rend statique, elle en fait un monument statufié, strict et rigide, qui instaure une domination. Or, la langue est une pratique sociale et contextuelle, qui, libérée des contrôles permanents sur ses locuteurs, se révèle être dynamique, ludique, créative et possiblement émancipatrice. C'est là tout l'enjeu du livre, qui ne dénote pas dans une production éditoriale à rebours des paniques morales et identitaires autour des usages de la langue. Comment comprendre l'accroissement des inégalités ces 20 dernières années? Peut-on comparer les différentes phases du capitalisme? Dans leur Sociologie historique du capitalisme parue en début d'année chez La Découverte, Pierre François et Claire Lemercier reviennent sur les évolutions du capitalisme depuis le XVIIe siècle et tentent d'en dégager les principaux enjeux. La perspective socio-historique, informée par de nombreux travaux récents en sciences sociales et en économie empirique, leur permet de dégager et d'étudier 3 âges du capitalisme. L'âge du commerce, l'âge de l'usine et enfin l'âge de la finance. Le point commun de ces différents âges repose notamment sur la légitimité sociale de la recherche du profit. De ce fait, la société capitaliste est une société qui s'organise tout entière autour du profit, autour de ce but. En découle une accumulation du capital toujours plus importante et la survenance de nouveaux types de conflits. Dans cette perspective, si on peut parler d'individus capitalistes avant le XXe siècle, il n'y a de société capitaliste véritable qu'après cette période. Le capitalisme est donc plus largement comme une organisation sociale totale, qui engage des rapports sociaux spécifiques, conflictuels, politiques et idéologiques. L'ordre des chapitres du livre s'organise à travers plusieurs études de cas autour du travail, de la relation à l'État, des classes, etc. Ce qui permet de dégager, parmi quelques invariants, des spécificités propres à chaque âge et les discours idéologiques qui les sous-tendent. La conclusion revient sur les facteurs de changement entre les différents âges du capitalisme, qui reposent plus particulièrement sur les conflits de classe dans différentes sphères comme celle de la consommation ou de la production. La division du travail, toujours plus importante, et la création de nouvelles spécialisations entraînent des conflits et de la concurrence qui jouent sur les évolutions du capitalisme. Les conflits et les luttes diverses entre classes ou au sein même des classes modifient sans cesse la morphologie du capitalisme, morphologie toujours dessinée en même temps par l'État, comme le rappelle d'ailleurs tout le dernier chapitre. Le livre est ainsi extrêmement riche, et le lecteur pourra trouver son compte parmi les nombreux thèmes et problématiques soulevés. Il permet également de rendre compte de la réalité contre quelques idées souvent admises. Par exemple, la planification des dites 30 glorieuses en France sont vite devenues au fil des années de moins en moins keynésiennes. Les plans de la planification sont devenus en fait des moyens de rendre efficaces les dépenses publiques sur le modèle du consommateur, dans un souci de compétitivité. Loin donc de l'idée qu'on peut se faire d'une planification. On termine par un petit ouvrage, toujours chez La Découverte, Introduction aux philosophies de la politique de Christian Ruby. L'ouvrage interroge plusieurs grandes questions de la pensée politique et déploie quelques éléments de réponse de manière comparative. D'emblée, Christian Ruby pense l'origine de la politique comme une contestation contre la domination et l'inégalité, quelle que soit leur nature. Cette contestation n'a aucune essence ou principe, géographique ou temporel. L'auteur déplace donc la perspective habituelle de la philosophie politique pour placer la focale directement sur la politique comme lutte contre la domination, tout en souhaitant élargir le point de vue au-delà du convenu berceau grec de la philosophie. Ceci fait, le questionnement reste classique toutefois. Comment faire de l'un avec du multiple? Comment penser le lien entre religion et politique? Alors bien qu'on comprenne le cheminement opéré, on aurait peut-être aimé une conceptualisation plus précise de l'expression « philosophie de la politique » en rapport avec la philosophie politique, thématisée parfois comme une sorte de pensée technique de gestion des questions politiques. Les philosophies de la politique permettant au contraire alors d'en interroger les présupposés, comme on l'a dit. Toutefois, le livre permet d'avoir une synthèse rapide et claire sur le sujet et répond bien à la promesse d'une introduction. De belles pages sont également à lire sur l'action politique et l'émancipation conçue comme un exercice toujours collectif.
Voilà, je pense que vous avez de la matière. On se retrouve au mois d'août, et oui, pour la FAQ, tant promise, tant attendue, ou pas, et en septembre pour un nouveau dédicto. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.